Très bien, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis pour ma part ravie d'être là aujourd'hui à double titre. D'une part parce que ça permet de parler de ce que font les collectivités, peut-être plus spécifiquement la ville de La Courneuve qui est impliquée maintenant depuis de très nombreuses années dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et également parce que Migration Santé intervient beaucoup sur le territoire de La Courneuve et que nos réflexions cheminent vers une prise en charge plus adaptée des femmes et des enfants qu'on peut recevoir sur nos structures. Voilà. Je crois qu'il faut présenter assez rapidement son parcours. Donc, je suis pour ma part juriste, africaniste et comparatiste de formation, avec une expérience professionnelle qui a plutôt débuté dans le champ des ONG et dans le monde associatif en Afrique de l'Ouest et par la suite en France dans des CIDF, mais pas le 92. Voilà, donc avec ce travail de terrain qui est fait au plus près des migrantes et des victimes, cette confrontation quotidienne aux freins institutionnels, aux violences administratives auxquelles les femmes peuvent être confrontées dans leur parcours, et plus particulièrement quand elles sont dans une situation de migration, qu'on se représente une situation de migration quand on les reçoit. Voilà, et puis par la suite, une expérience plutôt en collectivité locale, toujours sur la coordination de dispositifs de prévention et de lutte contre les violences, avec aujourd'hui la responsabilité d'un pôle à La Courneuve qui est large, qui couvre la santé, avec un centre municipal de santé assez étoffé, les solidarités avec l'action sociale et le service senior, et la prévention tranquillité publique qui chapeaute la coordination des dispositifs de lutte contre les violences pour la collectivité, étant entendu que nous disposons d'une loi qui est la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance qui impose aux collectivités, enfin en tout cas le maire est chef de file de la prévention de la délinquance, et au-delà, sur la loi du 5 mars 2007, il ou elle est aussi en charge des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, avec un objectif de coordination des dispositifs locaux. Voilà. La présentation d'aujourd'hui n'a pas pour vocation de vous donner une vision idoine de ce qui peut être fait par une collectivité ou de vous dire que ça se passe bien, qu'on a tout compris, qu'on n'est pas confronté, nous aussi, à des professionnels en tension sur le terrain, à des situations qui peuvent être particulièrement problématiques, qui peuvent nous interroger aussi sur nos capacités individuelles et collectives à accompagner et à être respectueux du cadre réglementaire, autant qu'on le souhaiterait. On verra le nombre de freins qu'on peut nous constater aussi, institutions qui peuvent être confrontées aux femmes quand elles cherchent à sortir de ces violences. La ville de La Courneuve, c'est une ville d'à peu près 44 000 habitants qui est surclassée à 80 000 au vu de ses projets urbains, de la particularité de sa population, de ses données, des données sociodémographiques qu'on peut avoir. C'est aussi une collectivité qui compte plus d'une centaine de nationalités, et j'espère qu'on aura le temps d'en échanger, parce qu'on parle beaucoup, nous, quand on présente ce qu'on fait, des dispositifs institutionnels, mais notre expérience de terrain nous permet de constater aujourd'hui qu'on a aussi beaucoup de réseaux de solidarité primaires, donc entre femmes, sur un quartier, parfois dans une cage d'escalier, qu'on n'identifie pas du tout comme étant des relais importants, aussi de première prise en charge, de premier accompagnement. Ça, on le retrouve à La Courneuve et on le retrouve sur plein d'autres villes. Il y a quelque chose de très logique qui relève de la solidarité, de la sororité, de l'entraide, et qu'on visibilise, nous, pas dans nos politiques publiques, mais qui sont réelles et qui parfois vont amener en fait à sortir une victime, à lui permettre de poser les mots sur quelque chose et à débuter un accompagnement. On n'est pas les premiers relais en fait. Notre porte, elle n'est pas forcément la première qu'on pousse. On n'a pas de solution miracle. Des fois, on est totalement à côté
de l'évaluation. Il y a des choses qui nous échappent. On a évoqué la question des langues. Voilà, on est confronté exactement aux mêmes problématiques. Aux représentations aussi que les professionnels eux-mêmes peuvent avoir. C'est pas parce qu'on est une institution, qu'on est un militant ou une militante, qu'on est toujours totalement déconstruit et qu'on ne projette pas aussi des choses sur les victimes qu'on reçoit. La neutralité, c'est un principe. Je ne suis pas toujours convaincue qu'on l'atteigne complètement. Donc c'est aussi la question de l'accompagnement, un requestionnement perpétuel de nos pratiques, de nos postures. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Un professionnel ou une professionnelle qui intervient seul à destination des victimes est un professionnel ou une professionnelle qui, à un moment donné, sera en souffrance. Inévitablement. Donc, les logiques de coordination, elles s'imposent sur tous les territoires. On ne peut pas laisser des associations intervenir seules sur le terrain sans les inscrire en fait dans un dispositif plus global d'accompagnement, de remontée d'informations aussi, pas tant nominative, mais plutôt de dysfonctionnement. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a besoin de savoir ce qui ne marche pas, y compris ce qui ne marche pas chez nous, pour qu'on puisse le traiter. Voilà. On consent, la municipalité consent des moyens depuis de nombreuses années. C'est une ville qui a été confrontée à un certain nombre de féminicides, qui a pris la décision de déployer des dispositifs assez conséquents et assez, peut-être pas novateurs, mais en tout cas, pour un territoire comme celui-là, pertinent, inscrit dans une logique transversale. On a un service social qui dispose d'appartements relais, on a une assistante sociale qui travaille exclusivement sur l'accompagnement des femmes victimes de violences, une coordination du CLSPD qui a introduit le principe d'échange d'informations et de co-construction d'accompagnement des parcours complexes de victimes de violences. Voilà, on a un peu tous les services chez nous qui sont mobilisés. Et puis il y a les angles morts de ces politiques publiques qui sont finalement, tous autant qu'on est, quand on intervient sur le terrain, on se dit la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le travail social, et aujourd'hui aussi la magistrature, alerte très largement sur la saturation des équipes, sur l'incapacité à répondre et à accompagner le plus justement possible, de manière globale, intégrée, enfin voilà, comme on nous demande de le faire, les publics que l'on reçoit et particulièrement les victimes. On a pour autant un schéma qui est un peu idoine. Quand on présente les dispositifs, qu'ils soient nationaux ou locaux, d'accompagnement des victimes de violences, notamment des victimes de violences conjugales, on a l'impression que toutes les femmes ont le même parcours. C'est très simple, on va au commissariat, on dépose plainte, on va aux UMJ, on a un bon taxi, on revient des UMJ, c'est compliqué d'aller à la maison, on peut avoir la mise en sécurité, on a une ordonnance de protection en 1 semaine, voire moins, et puis après on va divorcer, puis après on va avoir son logement. Non. Non, ce parcours-là est très marginal. Voilà, en plus maintenant de 10 ans de carrière et d'accompagnement de victimes ou de coordination de dispositifs, il m'a très rarement été donné d'accompagner aussi simplement une victime et parfois ses enfants. En revanche, ce à quoi, sur le terrain, j'ai été confrontée, et mes collègues aujourd'hui sont également confrontés, c'est un système institutionnel qui ne sait pas s'adapter aux problématiques spécifiques des victimes. Aujourd'hui, on a des institutions qui, d'une part, comme toutes les institutions, sont constituées de nous, avec nos constructions sociales, nos représentations, donc qui potentiellement vont être traversées de la même manière par les mythes et sens communs autour du sexisme, des rapports de domination, et vont, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir des représentations sur les narrations des femmes, voire parfois vont se réapproprier leur narration en considérant que la lecture portée sur leur parcours, notamment quand il est marqué par un phénomène migratoire, est plus juste, et que l'institution va être en capacité d'accompagner l'émancipation, comme elle considère qu'elle doit le faire. Donc on a ces institutions traversées par ces mythes et qui vont du coup prendre des décisions à partir de ces représentations-là.
On a ces parcours idoines qui, en dehors du papier, ne sont pas du tout conformes à ce que les professionnels peuvent avoir sur le terrain. On a des professionnels qui nous disent on est sous-doté, on n'a pas de moyens, on est épuisé, on n'a pas le temps, on ne peut pas accompagner. Être dans un temps de partage, d'échange, de synthèse des situations qu'on rencontre. Et puis surtout, on est confronté à des situations de plus en plus complexes. Pourquoi les situations sont plus complexes aujourd'hui? Parce qu'on est sur ce schéma idoine. C'est-à-dire que le schéma qui nous est proposé de prise en charge ne tient pas compte, comme le disait Leïla tout à l'heure, de toutes les dominations et de toutes les vulnérabilités auxquelles qu'on va opposer en fait aux victimes. La situation administrative, une femme qui est en situation irrégulière, elle peut avoir une ordonnance de protection, on peut évincer le conjoint violent. Comment elle se maintient dans le logement? Comment elle paye son loyer? La loi ne le dit pas, ça. On ne tient pas compte de la santé, et notamment pour ce qu'on constate, nous, de la santé mentale des victimes. C'est-à-dire que quand on arrive au dépôt de plainte, excusez-moi, je tousse, mais PCR négatif, c'est pas Covid. C'est juste qu'apparemment, à 40 ans, il faut arrêter de faire la fête en extérieur, en hiver. On est plus fragile. Donc, voilà, si je tousse un peu, vous inquiétez pas. Et ça va pas passer. Je vais boire. C'est de ma faute, je ne vous ai pas accompagné. On s'était dit qu'on allait faire une présentation un peu digne, mais Non, mais c'est très inévitablement, bien. voilà. Si vous savez, moi je suis là-bas, j'écoute avec passion. Voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais. J'en étais où? Voilà, donc des situations de plus en plus complexes, liées à la situation administrative non prise en compte, au fait que, mine de rien, on est hyper normatif en droit des étrangers et qu'on est quand même sur des modalités de reconnaissance de droits plus contraintes, on va dire. En tout cas, des atteintes plus constantes aux droits fondamentaux, avec une absence de reconnaissance de statut pour un certain nombre de victimes. Et ça, si on a le temps de faire des études de cas, on pourra y revenir. La maîtrise de la langue, on est confronté à la même chose en fait. On n'a pas d'interprète. Donc à chaque fois, il faut qu'on réfléchisse sur quel budget on va mettre de l'interprétariat ISM. C'est de la négociation avec les autres services. S'il te plaît, est-ce que tu peux pas, juste cette fois-ci, je sais que ça déborde de ton budget. Ou alors, c'est l'appel à un ami. Alors vous avez intérêt à avoir du réseau. Quand on a 100 nationalités, potentiellement on a un certain nombre de langues à maîtriser pour pouvoir accompagner au mieux. Et on ne peut pas faire peser ça sur des victimes qui arrivent. Il y a le fait que quand on vient au commissariat pour déposer plainte, nous on a une intervenante sociale en commissariat, une éducatrice spécialisée, qui peut faire le premier accueil, qui peut accompagner sur le dépôt de plainte à la BLPF, etc. Il n'empêche que quand une victime vient déposer plainte, si elle ne parle pas français, on ne peut pas. On ne peut pas prendre un interprète. L'interprète, c'est uniquement pour la déposition des auteurs, des mises en cause ou la confrontation. Donc la première entrée en matière, c'est l'intervenante sociale qui doit se débrouiller pour trouver un interprète, pour pouvoir accueillir la parole de la victime. On complexifie quand même beaucoup le schéma de sortie des violences. On ne le facilite pas. Ces petites violences-là, c'est des violences administratives qui s'ajoutent à une violence plus globale, qui est déjà vécue. On va avoir, je voulais évoquer tout à l'heure les enjeux de santé mentale. Nous, sur les accueils, quels qu'ils soient, les victimes, quand elles arrivent, elles sont dans un état d'épuisement certain. On a des femmes qui sont dans des cycles de violence depuis un certain nombre d'années, qui ont parfois des accompagnements psy posés depuis très longtemps, et dont on s'aperçoit que leur parole est remise en cause partout où elle passe, parce qu'elle a fait trop d'allers-retours, parce qu'elle
quand elle s'est présentée devant le JAF, elle a demandé autre chose que ce qu'elle avait travaillé avec son avocat, parce qu'on a fait une information préoccupante et qu'il s'avère que... elle a un certain nombre de carences éducatives. Et donc, du coup, on ne voit plus du tout la victime. On voit la mère défaillante, la femme binaire, et jamais la femme dissociée par les violences qu'elle a subies. Et des profils comme ça, on en a beaucoup. On en a énormément, ou des personnes qui ne sont pas du tout prises en charge, avec un niveau d'estime de soi proche de zéro, pour lesquelles le moindre frein qui va être opposé va être vécu en fait comme une remise en question complète et va les amener en fait à complètement s'effacer. L'institution leur dit je doute que tu aies été victime de violence. Bon, très bien, peut-être que finalement je ne l'ai pas été, peut-être que finalement c'est ça la vie. Et après, pour rattraper et récupérer ces situations-là, ça peut être très compliqué, ça peut prendre plusieurs années. Et on a d'autres professionnels qui vont arriver, qui vont récupérer la situation, mais en disant, mais attends, il y a 5 ou 6 ans, elle a déjà déposé plainte. Qu'est-ce qui a bloqué dans l'accompagnement de cette victime ? Ce qui a bloqué, c'est tous ces petits freins. Les papiers, la précarité financière, la violence administrative et économique qui s'est exercée pendant des années, la violence psychologique qu'on n'arrive pas à faire identifier immédiatement et qu'on remet systématiquement en question, la réappropriation de la narration de la femme, et puis cette systématisation à la confronter à sa capacité à être une bonne mère. C'est aussi ce que disent beaucoup de femmes victimes de violences conjugales notamment. Donc on n'a pas institutionnellement, si on est totalement honnête, on peut se dire qu'on a une réglementation qui est claire, qui se veut protectrice, qu'on a des dispositifs, si on les met en œuvre, extrêmement efficaces, le TGD, l'ordonnance de protection, le bracelet anti-rapprochement, la mise en sécurité, la mise à l'abri. Sauf que dans les faits, ça s'avère être un petit peu plus compliqué et que une femme qui est au truchement d'un certain nombre de dominations aura un parcours de sortie des violences beaucoup plus long, beaucoup plus semé d'embûches, comme le disait Leïla, et parfois elle n'en sortira pas. Sauf à mobiliser en fait un certain nombre de moyens et à laisser l'espace en fait à la prise en considération de ces violences croisées qu'elle subit, y compris de la violence institutionnelle. Il faut la nommer. La violence administrative et la violence institutionnelle administrative au sens de celle produite par l'administration publique en général, il faut la nommer avec les victimes. Si notre système il est défaillant, il faut le dire. Sinon, on ne pourra jamais le corriger en fait. Et on va continuer à mettre des victimes dans des boucles de violence interminables. Sur la question je souhaitais peut-être aussi vous parler plus particulièrement de l'approche et de l'appréhension qu'on peut avoir des femmes migrantes. D'abord, mais ça c'est un point de vue, je pense qu'il y a parfois une incapacité à projeter les situations qu'on accompagne de femmes migrantes au regard des politiques migratoires européennes notamment. Et on a un peu tendance à réduire la migration à une espèce de migration familiale qui est celle de la grande époque du regroupement familial, en oubliant qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est beaucoup employé par l'Organisation internationale des migrations, on est plutôt sur des migrations mixtes, que le parcours migratoire aujourd'hui, il va être marqué par beaucoup de choses. Et en fait, les freins qu'on met à l'accueil sur notre territoire, l'externalisation du contrôle de nos frontières à d'autres pays, amène en fait à ce que les parcours migratoires vécus aujourd'hui sont des parcours migratoires où l'ambition de départ, le projet migratoire de départ, ne répond pas au projet migratoire qui s'installe à l'arrivée. Et en fait, entre les deux, dans ce parcours-là qui est beaucoup plus long, il y a un certain nombre de violences qui vont aussi être subies. On ne les prend pas en compte.
La deuxième chose qu'on ne prend pas en compte de mon point de vue, c'est qu'on réduit la femme migrante à une femme rejoignante. On oublie que dans les parcours migratoires aujourd'hui, on a des femmes qui migrent seules. On a des femmes qui sont diplômées. En fait, on a une figure du migrant, de la migrante, de l'étrangère, qui est une figure de femme analphabète, que nous, en fait, on va accompagner à s'émanciper. Parce que nous, on sait c'est quoi l'émancipation. Vous voyez ? Et donc, tous ces autres parcours, ces violences qui vont pouvoir être vécues sur ces trajectoires, le projet initial de migration qui, quand on en échange aujourd'hui, n'est pas forcément une installation en France. On voit bien là à Calais ce qui peut se passer. Je veux dire, on gère les frontières, la frontière extérieure du Royaume-Uni. Le projet d'installation, il n'est pas nécessairement ici. C'est une période transitoire qui est vécue. Mais il n'empêche que dans cette période transitoire, eh ben, nous, en fait, on considère que c'est des gens qui ont pour ambition de s'installer. Voilà. Au même titre, on parle systématiquement de réfugiés, pas de demandeurs d'asile. Le statut n'est pas le même. C'est pas, enfin, voilà. Et c'est important, en fait, de déconstruire aussi tout ça et de se dire que l'accompagnement qu'on va essayer de réfléchir, de proposer, doit tenir compte de ces nouvelles formes de migration et de ce que nos politiques migratoires produisent en termes de violence dans ces parcours-là, et qui nécessairement va devoir être accompagné à l'arrivée. Les polytraumatismes ne sont pas uniquement des polytraumatismes liés à des conditions de guerre dans le pays d'origine, mais vont être liés au parcours. Je pense qu'il est aussi important de rappeler aux professionnels que 80% des migrations sont des migrations interrégionales. On n'a pas toute l'Afrique qui vient en France ou en Europe. Ça, c'est un sujet qui a beaucoup été traité dans le cadre du Pacte mondial des migrations, avec tout un volet sur l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Ces chiffres-là sont des chiffres réels. La question de la prise en considération des violences subies dans ces parcours pose question pour tous les pays, mais n'est pas traitée. Et du coup, on va encore se représenter des choses, calquer des choses sur des femmes et des enfants qui vont être accueillis sur notre territoire. Ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est que ces 10 années d'expérience me permettent aujourd'hui de conclure qu'on a un peu un système qui tient plutôt à l'engagement des acteurs et des actrices de terrain, qui vont être un peu quotidiennement confrontés à des situations très difficiles, pour lesquelles elles n'auront pas toujours des réponses institutionnelles. J'ai le souvenir, il y a quelques années, j'intervenais au sein d'une structure qui s'appelait l'Espace Vie au Féminin à Saint-Denis. Il y a des situations, des accompagnements comme ça qui marquent particulièrement, où tous les soirs, à la fermeture de la structure, comme on n'avait pas de réponse du 115, et que la dame et ses enfants n'entraient pas dans le dispositif de mise en sécurité, en tout cas dans les critères de la mise en sécurité, on prenait le tram pour la déposer à l'hôpital de La Fontaine pour qu'elle dorme avec ses enfants à l'accueil. Voilà. Ça, je vous le dis là, vous êtes je pense, un certain nombre de travailleurs sociaux et de travailleuses sociales. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir été confrontés ou encore à être confrontés à ça. Et ça, si on est dans un schéma idoine, c'est pas supposé arriver. On est supposé pouvoir mettre à l'abri une femme et des enfants. On est supposé pouvoir mettre en œuvre le Code de l'action sociale et familiale. On est supposé pouvoir mettre en sécurité. Nous, sur le département de la Seine-Saint-Denis, la mise en sécurité, c'est, je crois, 9 places. C'est ça ? C'est 9 places de disponibles pour tout un département. 6 places pour tout un département. Ce qui nous amène à faire un truc complètement fou, c'est qu'on sélectionne les urgences. La mise en sécurité, maintenant, c'est s'il y a un danger de mort imminent. Comment on le caractérise ? Comment un travailleur social, une travailleuse sociale, un OPJ détermine quelle situation est la plus dangereuse ? Là où il y a le plus de risques, est-ce que la femme soit victime d'un féminicide la nuit même ? 6 places pour un département. Et je pense que sur les autres départements, ce n'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Donc, on a aujourd'hui plutôt à se demander comment on réajuste, on réadapte, on crée peut-être des coordinations locales
interservices avec les associations labellisées ou non, pour à la fois être en capacité d'échanger sur des situations qui vont être particulièrement complexes, qui vont peut-être amener à ce que plusieurs acteurs s'investissent dans l'accompagnement, mais aussi qu'on trouve des réponses qui soient les plus adaptées possibles. Sur les questions de mise à l'abri et de mise en sécurité, puisque nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nos services, en tout cas, je pense au CLSPD, je pense à la prévention et parfois au CCAS, vont être sollicités après 17 heures pour des mises à l'abri quand la mise en sécurité n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous, on en est à déployer ce qu'on peut déployer, et puis le reste, c'est du bidouillage. C'est-à-dire que quand on n'a pas de bon taxi, et que la victime est freinée en termes de mobilité, on va soit négocier avec la police municipale, avec un ordre de mission spécifique, avec la police nationale pour que la victime puisse être transportée à l'hôtel qui lui a été attribué. Quand c'est trop tardif et qu'on n'a pas de soutien policier, on va très simplement prendre un Uber. Et aussi réfléchir à comment on nourrit en fait la famille le soir même. Donc ça veut dire qu'on va aussi prendre un Uber Eats. Je vous dis ça parce que pendant le Covid, en fait, et quand tout était fermé, c'est les deux seules solutions qu'on avait. On ne pouvait pas aller faire des courses après 19h pour pouvoir déposer à l'hôtel. Ça, c'est le quotidien des personnes qui travaillent en lien direct avec les victimes aujourd'hui, sur un territoire qui déploie des dispositifs. Je vous rappelle, on a de la mise en sécurité, de la mise à l'abri, une AS dédiée à l'accompagnement des femmes victimes de violences, une coordination CLSPD où on travaille les situations complexes, entre autres, une intervenante sociale en commissariat. Enfin voilà, c'est quand même plutôt bien chapeauté. Et une ville qui prend en charge des nuitées d'hôtel en urgence quand on n'a pas de solution avec le service social départemental ou avec le SIAO. Pour autant, c'est des professionnels qui sont aussi confrontés à ces freins-là aujourd'hui. Et c'est pas le seul territoire. Il y a plein de territoires. Sur le 95, il y a quelques années, on était dans une situation assez extrême, avec un niveau de violence qui était repéré par les services. À peu près aucun dispositif. C'était une ville plutôt sur le Val d'Oise Est. Et le tribunal, les structures d'accompagnement des victimes étaient plutôt sur le Val d'Oise Ouest. Et c'est 40 minutes de voiture. Pas de transport qui vous emmène directement à Cergy. Donc il faut repasser par Paris. Pour des victimes particulièrement affaiblies par les violences qu'elles ont subies, c'était très très compliqué. Donc c'est une ville qui a un peu travaillé et réfléchi à ce qu'elle pouvait mettre en place. Donc il y a une plateforme de droits des femmes qui s'est créée avec des permanences dédiées et des groupes d'analyse de pratique au sein de la maison de justice et du droit. Et pour éviter les déplacements de victimes sur Cergy ou Sarcelles, où pour le coup il y avait le commissariat, il a été proposé que des permanences soient tenues au poste de police municipale avec des policières formées à accompagner les victimes, et aussi une escorte policière, enfin de police municipale, sur les journées d'audience. Voilà, ça c'est des choses qui sont expérimentées, qui ne sont pas trop visibilisées, c'est très marginal. Ça répond à une problématique locale donnée. Nous, à la Courneuve, on répond à une autre problématique locale donnée en mettant ces dispositifs en place. On réfléchit à pouvoir développer d'autres appartements relais, à faire remonter plus régulièrement les dysfonctionnements qu'on rencontre dans l'accompagnement des victimes. Néanmoins, ça ne pourra pas se faire sans que cette réflexion sur les dysfonctionnements, les freins institutionnels et les moyens ne soient partagés en fait plus largement entre collectivités et avec les services de l'État. On ne pourra pas, seuls, les associations, les collectivités ou les collectifs d'habitants, porter cette politique publique. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle soit d'une totale efficacité. En tout cas, à l'instant T, on ne répond pas toujours le plus justement aux besoins des femmes qui nous sollicitent. J'ai encore un peu... 5 minutes. Non, mais bon, écoutez. Je voulais juste vous parler rapidement des réseaux de solidarité primaire et
En fait, il y a des angles morts. Les angles morts de cette politique publique, c'est tous les systèmes de cohésion d'habitants, de groupes qu'on n'identifie pas comme étant des acteurs du territoire, en tout cas des acteurs au sens institutionnel du terme, et qui portent tout de même quelque chose. Pour nous, à la Courneuve, par exemple, on a mis énormément de temps à comprendre que finalement, la parole, elle ne se posait pas là où on pensait qu'elle allait se poser. C'est pas vrai que les femmes, elles poussent la porte du commissariat parce qu'il y a une UDUXP qui va les recevoir. C'est pas vrai. Parfois, il faut pousser un peu. Il faut qu'il y ait, que le lien se fasse par quelqu'un. Et nous, on s'est aperçu que l'essentiel des situations, elles étaient repérées et signalées par la Maison de l'Éducation, dans le cadre du programme de réussite éducative, et par les centres sociaux, notamment sur les groupes de parole. Ensuite, les centres sociaux nous permettent d'identifier que finalement, il y a des modalités de prise en charge communautaire dans les quartiers. Comme on a un peu compris que l'institution ne fonctionnait pas, que la mise en sécurité c'était compliqué, du coup il y a des stratégies de protection entre femmes. C'est le cas par exemple à l'île Saint-Denis où il n'y avait pas d'astreinte le soir, il n'y avait pas de prise en charge particulière pour les femmes victimes de violences. Et du coup il y avait en fait, si vous voulez, quartier nord, quartier sud, et puis le centre-ville qui était une espèce de frontière infranchissable entre les deux parties du territoire. Et donc il y avait un réseau de femmes de la ville. Quand il y en avait une du Sud qui était victime de violence, qui avait besoin de faire un break ou de partir ou peu importe, et bien, il y avait une femme du Nord qui venait en voiture la récupérer et qui la mettait en sécurité côté Nord chez une des voisines. Et tout ça, c'est des choses dont on ne parle pas en fait. Et pour le coup, c'est aussi par là que remontent les situations et qu'on ancre aussi un accompagnement. Je vais m'arrêter là. Je vais rester là-bas, je vais boire un peu d'eau. Alors, deux questions. Voilà, on m'entend. Deux questions, si c'est... Je vois des bras qui se lèvent, mais à cause de la lumière, je ne vois rien. Sinon, on va la laisser. Il reste encore un quart d'heure. Alors, c'est à vous. Merci, la CIMAD. Oh là là, j'étais sûr qu'il est venu pour nous animer cette séance. Non, je suis intéressé. Merci. Merci de votre intervention. J'ai aussi double casquette au lieu de la CIMAD. Je suis ancien élu aussi à Bobigny, dans le 93, pas loin de chez vous. Et on a confronté le genre de problème dans le 93. Et vous disiez tout à l'heure comment on crée des liens entre les collectivités territoriales et l'État. Moi, il me semble, il y a un point qui a été abordé, je crois que la semaine dernière ou avant-hier, par le Premier ministre. Il disait qu'il va créer des centres d'hébergement supplémentaires dans toute la France. Il parlait qu'il va créer 9000, et 9000, ça ne suffit pas là, loin de là. Nous, on demande le double, 15 000, 16 000 de centres d'hébergement pour les femmes victimes. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, il me semble qu'on n'arrive pas encore, dans notre département, dans le 93 et ailleurs, on n'arrive pas à avoir des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est-à-dire, dans nos bailleurs au PHLM, on n'arrive pas encore d'avoir de logements dédiés pour les femmes victimes de violences conjugales. Il faut qu'on arrive, sans doute que vous parlez du maire de la Courneuve, je le connais très bien, comme vous connaissez le maire de Bobigny, je pense. Je pense qu'on a besoin, dans ce département, avec le Conseil général et avec l'État, qu'on crée vraiment cette lésion importante pour les femmes victimes de violences. Moi, je le vois souvent dans mes permanences, quand j'étais ancien élu à Bobigny, et il existe encore aujourd'hui. Je le vois encore à la CIMAD, et qu'aujourd'hui, comme vous parlez de 115, c'est une catastrophe. On ne peut pas avoir le 115 aujourd'hui par téléphone pour avoir un centre d'hébergement. Donc là, le discours médiatique du Premier ministre, c'est bien, mais sur le terrain, et moi je le vois tous les jours,
il faut rester 2 heures, 3 heures au téléphone pour avoir le 115. Et en plus, avec l'hiver aujourd'hui qui fait très, très, très froid, je crois qu'il y a une collègue qui travaille au service social de la ville de Paris qui en parlait. Madame Hidalgo, il a fait un recensement sur le nombre de personnes qui sont hébergées et sont dans la rue dans la ville de Paris. Et aujourd'hui, c'est bien de faire le recensement. Mais c'est quelle la réponse politique qu'on doit apporter pour ces femmes et des hommes qui aujourd'hui qui vivent dans une situation grave, violence, et avec aussi leurs enfants. Je vous remercie. Alors, pour tout vous dire, on a des débats assez réguliers avec les partenaires du CLSPD sur les groupes de prévention et de lutte contre les violences. Et je pense une divergence de vue, c'est-à-dire que est-ce que finalement l'hébergement et le logement, c'est une priorité ? Le logement, oui. Hein, sur le département, on a le dispositif Un toit pour elle, des collectivités qui sont très engagées, des bailleurs qui jouent le jeu. Néanmoins, l'enjeu de l'hébergement n'est pas identifié toujours comme une priorité par les uns et les autres. Et quand je parle d'hébergement, c'est étant la mise en sécurité que la mise à l'abri. Parce que pour beaucoup, la clé, c'est l'OP. Et c'est l'éviction du conjoint violent. Nous, ce qu'on essaie de dire, en tout cas, de notre expérience des accompagnements qu'on a pu faire ces 2 dernières années, c'est que les femmes, soit elles ne sont pas en capacité de se maintenir dans le logement pour tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, elles n'ont pas la situation administrative qu'il faut, pas de droit à la CAF, voilà, des contraintes quand même d'accès aux droits fondamentaux importants qui vont les amener dans des situations de surendettement, d'incapacité à payer le loyer, voilà. Et puis surtout, on a aussi des victimes qui n'ont pas envie de rester dans le logement où elles ont été victimes de violences. D'autant qu'on n'est pas sur des mesures d'éloignement du conjoint violent qu'on peut toujours totalement assurer. Donc, c'est aussi des victimes qui sont dans la crainte perpétuelle. Du coup, c'est comment il y a vraiment des divergences de vues en fonction des intervenants de terrain. Pour les uns, c'est l'OP qui fonctionne. Et pour les autres, en fait, il faut quand même se laisser la souplesse d'un hébergement d'urgence plus charpenté, avec un accompagnement plus soutenu, avec l'acceptation que les victimes, elles peuvent faire des allers-retours. Nous, notre travail, ce n'est pas de juger. Quand bien même on y a passé 4 heures, qu'on est rentré à la maison à 22 heures et que c'est compliqué pour nos vies perso aussi, ben ça, on s'en fiche un peu en fait. Ou alors on ne fait pas ce travail. On accompagne sur l'hébergement d'urgence et s'il y a 10 allers-retours, il y aura 10 allers-retours. Et à un moment donné, ça prendra. Et la question de la confiance, de l'empowerment, comme on dit, va se travailler aussi dans ces allers-retours continuels. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que sur le département de la Seine-Saint-Denis, on a tout de même des acteurs qui sont engagés, avec des moyens qui sont pas à la hauteur des besoins qu'on a. Et puis, on a aussi un effet appel d'air pour avoir commencé sur le 93, puis être parti sur le 95 et le 92 et être revenu sur le 93. Et en fait, il y a des villes où il n'y a rien. Il n'y a pas de bon taxi, il n'y a pas d'intervenante sociale en commissariat, il n'y a pas de nuitée hôtelière prise en charge par les collectivités. Donc très naturellement, on va réorienter vers la Seine-Saint-Denis en disant mais là-bas, ça fonctionne. C'est le département pilote. Ils trouveront toujours une solution. Aller au CCAS d'Aubervilliers, il est mutualisé. Aller au CCAS de la Courneuve, aller au lieu d'accueil et d'orientation de SOS Femmes, ils vont toujours trouver quelque chose. Et sur la Seine-Saint-Denis, on ne réoriente pas vers d'autres départements. Parce qu'on a le sentiment, a priori, que tout ce qui s'est créé en matière de prévention et de lutte contre les violences a été décliné, en fait, bien ou mal, avec des réajustements nécessaires, sur le département. Mais voilà, ce serait intéressant aussi d'avoir l'avis peut-être de travailleuses et travailleurs sociaux sur la question ordonnance de protection, hébergement d'urgence, mise à l'abri, pour voir un peu aussi en fonction de vos paroles situées comment ça peut être vécu. Merci. Monsieur Almalek, vous avez cité la mairie de Paris au nom de Madame Hidalgo, et avec nous, il y a l'adjointe à la mairie de Paris, Madame Bidar Hélène, qui est chargée d'égalité des femmes et hommes
de la jeunesse et de l'éducation. Si vous voulez dire un mot, 1 minute, pas plus, ou 2 même, parce que vous étiez cité pour cet exemple, ce que vous faites. Non. Ah, je pense qu'il est parti. Il m'a dit qu'il va partir assez tôt. D'accord. Encore une question. Présentez-vous, si ça ne vous dérange pas. Toujours présentez-vous pour quand vous... Bonjour, je suis Laurence Guillot, conseillère technique au Conseil départemental du Val-de-Marne. Je travaille sur cette thématique depuis pas mal d'années, sur les violences conjugales et intrafamiliales. Je connais effectivement aussi la Seine-Saint-Denis, dans le cadre surtout de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Val-de-Marne n'a pas d'observatoire sur les luttes, mais un observatoire de l'égalité, avec une chargée de mission qui est aussi sur les situations de violence conjugale. Alors, je ne vais pas vous présenter ce que fait le Val-de-Marne, mais très rapidement, on a quand même une mission hébergement-logement, avec une structure à 80% financée par le département. Alors, on a commencé un peu après le 93, mais je pense qu'on a aussi mis en place des initiatives très intéressantes. Et au service social départemental, par rapport aux hébergements d'urgence pour les situations effectivement de vulnérabilité, en particulier les femmes victimes de violences, dans notre direction, nous avons une veille et une astreinte auxquelles les cadres participent de la direction. Et aussi, je tenais à plutôt vous poser une question alors, sur justement l'animation de réseau, parce que dans le cadre de ma fonction, et je pourrais tout à fait répondre au niveau des collègues présents qui souhaiteraient avoir plus d'informations, on développe et anime des réseaux de professionnels sur cette thématique. Et j'avais une question par rapport justement à vous. Vous avez parlé effectivement de l'activité de la ville, mais comment vous travaillez en réseau avec les autres partenaires, le département bien sûr, parce que je ne me souviens plus s'il y a une circonscription d'action sociale départementale sur votre ville, puisqu'il y a quand même beaucoup de services sociaux municipaux dans le 93, et également les associations. Dans votre développement, nous, je sais que dans le Val-de-Marne, on a des femmes médiatrices et qui sont extrêmement, enfin sur Champigny en tous les cas, qui sont extrêmement intéressantes et qui font un travail formidable, à la fois sur ce problème d'interprétariat, mais aussi vraiment d'accompagnement des femmes dans les différentes démarches à faire. Voilà. Alors, sur la question... alors, nous, on n'a pas de femmes relais sur le territoire comme à Champigny. Je crois que c'est Bobigny où elles sont beaucoup plus actives et présentes, un peu sous le même format qu'à Champigny, avec une vraie plus-value dans les accompagnements qui peuvent être proposés. Pour l'animation de réseau, je peux vous expliquer, mais j'aimerais bien laisser la parole à ma collègue qui, du coup, l'anime, elle, au quotidien. Wissal, si ça ne vous embête pas, parce que pour le coup... ce serait m'accaparer sa parole. Allez, je t'en prie. Bonjour, c'est inattendu. Donc, Wissal Nouira, moi je suis la coordonnatrice du CLSPD, donc le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui consiste en fait à tout le travail d'animation de réseau des acteurs et dispositifs du territoire sur les questions de prévention de la délinquance et accompagnement de femmes victimes de violences. C'est un peu l'enjeu de mon poste, en fait. Donc nous, on a plusieurs instances et on a, pour le coup, sur la ville, un groupe de travail violences faites aux femmes et intrafamiliales qui se réunit un petit peu sous 2 formats. Un premier format qui est un format élargi, pour lequel on fait beaucoup d'interconnaissances professionnelles, présentation des acteurs, présentation des dispositifs, quelles sont les contraintes et dysfonctionnements qu'on peut rencontrer et comment on peut y travailler. Et on a un groupe qui est plus restreint, cette fois-ci, qui est encadré par une charte déontologique et au sein duquel on va pouvoir échanger sur des situations qui, généralement, nous sont remontées, comme le disait Sophia, souvent par les centres sociaux ou le programme de réussite éducative, et pour lesquels on a autour de la table tous les acteurs du territoire qui travaillent sur ces questions. Donc on a bien sûr le département, service social départemental, l'aide sociale à l'enfance, la PMI, on a les services de la ville, donc sachant que nous, on a un CCAS qui est quand même très engagé, on a une assistante sociale au sein du CMS, une permanence de victimologie également, l'intervenante sociale du commissariat. Donc tous ces acteurs-là et les associations, donc CIDFF, SOS Victimes, qui vont se réunir et pouvoir échanger en fait autour de situations. Donc la charte déontologique, elle est, pour l'instant, elle n'est pas signée, donc on est sur de l'anonyme. Mais l'idée, c'est d'avoir une charte nominative. Généralement, on aborde à peu près 3 situations et on se retrouve toutes les 6 semaines en moyenne pour pouvoir faire le point sur le suivi et l'orientation qui a été posée. Je ne sais pas si ça répond à votre question un petit peu. Puis après, il y a...
Puis après, en fait, il y a le travail de réseau quotidien. C'est peut-être là que tout se joue. C'est tout cet informel, cette interconnaissance qui se fait sur ces groupes de travail, la confiance qui se noue sur le terrain permet en fait un travail plus qualitatif sur les groupes de travail du CLSPD. Mais le quotidien, c'est de l'informel, c'est du réseau, c'est comment on se rend service, comment on a un appui les uns des autres, comment on se contacte pour co-évaluer des situations, et comment en fait on agit aussi en soutien les unes des autres, les uns des autres. On n'a pas beaucoup d'hommes qui sont présents dans ces groupes de travail pour être en veille sur les contraintes qui pourraient être rencontrées par nos collègues confrontés plus quotidiennement à des situations d'accompagnement. Voilà. Nous, par exemple, avec le service social départemental, il n'y a pas d'astreinte. Du coup, on a convenu de ça. C'est qu'à 17h, quand il ferme, s'il y a une situation d'urgence, eh ben, en fait, il la réoriente sur le service de prévention à Wissal. Et on prend en charge pour la soirée et on convient pour le lendemain de modalités de transmission et de coévaluation. Tout ça, on ne peut pas le mettre dans une charte. On peut pas, il n'y a rien qui cadre tout ça, c'est simplement les relations de travail au quotidien, l'engagement des unes et des autres, qui nous a permis de mettre ça en place. Idem sur le soutien qu'on va apporter sur des groupes d'analyse de pratique à destination des référentes familles du PRE, par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on met en place. Le réseau, je pense qu'il faut autant s'intéresser aux logiques partenariales qu'aux logiques de réseau et à toutes ces pratiques informelles qui vont s'installer et qui vont asseoir la confiance entre les partenaires et permettre d'accompagner le plus justement possible les situations qu'on rencontre, y compris quand on est en total désaccord. Il y a des évaluations sur lesquelles on n'est pas... Nous, par exemple, les grands sujets qu'on a, c'est... en tout cas, les partenaires ont pu beaucoup s'opposer sur ce sujet. C'est qu'est-ce qui prime ? Violence ou protection de l'enfance ? Voilà. En fonction de l'interlocuteur, c'est pas la même chose. Et quand on est plusieurs à co-évaluer, ça nous permet de sortir de la situation par le haut sans cliver en fait les professions, les champs d'action des uns et des autres. Une dernière question, vous avez encore 2 minutes. Ah bah voilà, il y a un bras qui se lève là. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je suis Capucine Durand, je suis médiatrice en santé, Paris 13e. Vous avez évoqué les violences administratives et institutionnelles qu'il fallait nommer avec les victimes, prendre le temps d'en parler. Mais à qui... Moi, je suis témoin de beaucoup de ce genre de choses avec les patients que j'accompagne. Mais je me pose souvent la question à qui j'en parle, en fait. À qui je fais remonter ça. Parce qu'il y a le défenseur des droits, bien sûr, mais... plus localement, enfin, comment vous faites, vous, dans vos équipes, face à cette violence-là ? Alors, pour nous, pour le coup, on propose à nos partenaires de nous faire remonter les situations qui dysfonctionnent, y compris dans nos services, pour qu'on y travaille. Vous avez normalement, sur les arrondissements parisiens, un équivalent... pas un CLSPD, en fait, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance actif, qui travaille aussi, parce que c'est la même loi qui chapeaute tous les CLSPD, sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Moi, de mon point de vue, c'est un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée, puisque c'est la personne qui va coordonner police, justice, service ville, monde associatif, etc. Je pense qu'il faut un peu très spontanément dire, enfin peut-être l'amener comme ça, qu'il faudrait sans doute un système de veille sur les questions d'accès aux droits. En général, les collectivités ne vont pas y être défavorables et ils vont aussi pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, comment on fait remonter l'information, comment on travaille peut-être mieux avec la justice. Vous avez des territoires où le frein, ça va être la police. Le commissariat est inaccessible, l'accueil n'est pas adapté, on remet en question la parole des victimes. Des territoires où le tribunal est beaucoup trop éloigné. Donc on a des parquetiers, des parquetières qui
saisissent pas la complexité des situations qu'on oppose. Et puis vous avez des services municipaux, des accueils qui ne sont pas adaptés à réceptionner la parole des victimes. Des gens qui ne sont pas formés, des territoires qui ne sont pas outillés. Et du coup, on va multiplier en fait les ruptures d'accès aux droits fondamentaux. Et parfois, on va, pour des questions organisationnelles, on n'a pas assez de professionnels, c'est un territoire où il y a trop de demandes, on n'a pas eu les financements, etc. On va réduire l'offre de proximité et fragiliser encore d'autant plus l'accès à ces droits-là. Il y a la démarche administrative, comment je la fais, comment je fais accompagner à la réaliser, comment je suis reconnue dans tout ce que je peux être. De mon point de vue, il faut trouver... le CLSPD, c'est quand même un interlocuteur privilégié. Mais peut-être qu'on pourra en échanger par la suite et vous donner quelques pistes.